Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast à table avec Vincent du groupe Goku. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde, bonjour Mokhtar. Salut, comment ça va Julien? Ça Mon va, ami, on se retrouve. ça fait longtemps, Mokhtar. Qu'est-ce que tu fais là, Julien? Ah, je sais pas, bah je te suis, hein, toujours. Ouais. Dès que tu fais un podcast, je suis là. Écoute, podcast à table, Julien, aujourd'hui on reçoit Vincent de Goku. Ça va se passer comment cette histoire? Bah là, je pense que Vincent, c'est le genre de personne qui a énormément de choses à dire. Ouais. Il a 6 vies dans sa vie. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui nous intéresse. On veut savoir vraiment tous ses aspects, son parcours, etc. Qu'est-ce qui a fait que c'est l'homme qu'il est aujourd'hui, le groupe qu'il a pu monter. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est pouvoir inviter des gens avec un profil différent à chaque fois. Ouais. Et je pense que et ça va Vincent, se passer comment concrètement? Qu'est-ce qu'on lui pose? Comment on cuisine? Comment on cuisine les gens dans le podcast? Bah, c'est simple, c'est un menu en 3 temps, avec une entrée où il va nous raconter un peu son parcours, sa jeunesse, les bains-douches, tout ça. Les gars, les dossiers, il y a des conventions des droits de l'homme des podcasts. Bon, on va pas sortir tous les dossiers. On doit quand même parler français LV1, c'est ça? Ici, on parle français LV1, pas de langue de bois, et on passe à table. Allez. Ensuite, le plat de résistance, du coup, bah, c'est un peu les défis, les choses croustillantes, un peu qu'on a envie de savoir. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi les difficultés qu'il a pu rencontrer dans parce qu'il a quand même une casquette de restaurateur, il va nous le présenter, nous dire un petit peu ses challenges. Il a plusieurs casquettes, il en a une sur la tête, mais il en a plein d'autres. C'est pour la calvitie. Et enfin, le dessert, du coup, les perspectives, où est-ce qu'il se voit dans 10 ans? C'est quoi les perspectives d'évolution pour Goku Group? Et enfin, après chaque repas, qu'est-ce qu'il faut faire, Mokhtar? Il faut payer l'addition. Et comment on paye l'addition? Resto basket. Non. Comment chez nous? On la paye en conseil. Du coup, il nous donnera des conseils pour nos auditeurs qui nous écoutent et pour les futurs entrepreneurs de la Julien, restauration. de nous donner un peu le cadre de ce podcast. Bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Écoute, Vincent, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi t'as un problème avec les mecs de Villiers-le-Bel? Ça vient de Villiers-le-Bel, alors? Ça vient de Villiers-le-Bel, ouais. Je suis né dans le 12, mais c'est juste l'hôpital qui était dans le 12. Et j'ai grandi à Garches, Sarcelles et Villiers-le-Bel jusqu'à 35 ans, je crois, un truc comme ça. On rappelle que Goku, c'est un concept de restauration. Tu nous expliqueras un petit peu quelle tendance culinaire. Mais tu as commencé par quoi, toi? Tu étais dans la restauration? Tu as eu un parcours un petit peu avec différentes vies professionnelles? Moi, j'ai 48 ans. Je suis né en banlieue, donc, et que j'ai pas fait de grandes études. Donc, souvent, on t'envoie en BEP vente, machin, etc. Donc, BEP vente, Garches-Sarcelles, bagarre à la chaîne de bateau, tu vois. Les mecs de Sarcelles se connaissent. Et puis après, j'ai toujours aimé aller sur Paris. Donc, je me suis dit, mon BTS, je ne vais pas le faire en banlieue, je voulais le faire un petit peu à l'extérieur. Et j'ai trouvé une école derrière la Sorbonne. J'ai bossé là-bas, j'étais à l'école là-bas, j'ai fait mes 2 ans, j'ai fait mon BTS là-bas, c'était cool. Et après, je me suis orienté un peu dans le marketing. Et pourquoi j'ai fait de la restauration ? Je sais pas. Vraiment, je sais pas, en fait. Tu vois, à la base, je travaillais dans la téléphonie, je travaillais dans les vêtements, je travaillais dans tous les boulots que nous, on avait à l'époque de notre génération. Il n'y avait pas tous les boulots comme maintenant. Et un jour, je suis rentré, je faisais du marketing pour une marque qui s'appelait Lollipop. C'est une pote à moi qui avait une boutique de petits sacs et leur logo, c'était un petit chat. Donc, on faisait un petit peu une campagne publicitaire sur Paris, etc. Et comme je voyageais pas mal, je faisais comme le nain dans Amélie Poulain, j'envoyais ou je prenais le chat et je l'emmenais au Japon, à New York, machin, on faisait des photos, c'était un petit peu marrant. Et l'anecdote, et j'ai recroisé mon pote Armel, je vais t'envoyer le podcast, tu vas rigoler, j'ai recroisé mon pote que j'avais pas vu depuis 15 ans, il est venu manger dans mon resto avec d'autres potes chauffeurs, parce qu'avant j'étais chauffeur, tu parles de 6 vies, rajoute-en une, tu vois. et je suis comme ça avec ma pote, je fais des photos. Il est venu manger dans mon resto, ils m'ont fait une surprise Là, j'ai pas compris à quel moment il est apparu. Là, je te parle dernièrement, tu vois. Okay. Mais je te place l'anecdote qui va arriver. Et je suis avec ma pote sur les champs en train de faire des photos de son petit logo, et je vois Armel, belle voiture, beau gosse et tout, garé sur les champs, et un mec avec un gros cigare lui donne un billet de 20 balles, et un billet de 20 €, il fait « va boire un café ». Et moi, je dis à ma pote, moi aussi, je veux bien qu'on me donne 20 balles pour aller boire un café, tu vois. Elle me dit « va lui parler, ça doit être un chauffeur ». Je rentre dans la voiture, écoute, la fenêtre, elle était ouverte comme ça, je rentre la tête comme ça, je fais « excuse-moi, je parle pas très bien français ».
J'aimerais bien faire ton travail. Tu vois, il m'a dit quoi? Lui, c'est un Arménien russe, tu vois, donc son français aussi, il était éclaté à l'époque, tu vois. Et il a dit, appelle la boîte. Donc j'ai appelé la boîte. Et là, l'accent, c'est pas un accent de éclaté, c'est un accent américain. C'est un accent marocain. Et j'ai appelé la boîte. Je dis voilà, je cherche un boulot chauffeur. Mais avec l'accent ou pas? Non, j'ai enchaîné direct en français, tu vois, avec la petite cravate, machin et tout, tu vois. Et j'ai fait l'entretien et c'est là-dessus que j'ai commencé à faire ce métier-là. Et ça m'a amené à voyager. Chauffeur privé. Pour les palaces, etc. Et j'étais rentré au Four Seasons parce que je parle japonais, entre guillemets. Et je parle japonais mieux que quelqu'un qui ne le parle pas. C'est ça qui m'a fait gagner des points aussi à l'entretien. Parce qu'entre nous deux, tu parles japonais? Non. Je le parle mieux que toi. C'est une douille ton histoire. Oui, mais c'est comme ça que je suis rentré. C'est comme ça que je suis arrivé du culot. Non, je me débrouillais parce que j'étais à l'école, moi j'habitais là-bas. Et ah ouais? Ouais, j'habitais en 2002, je suis parti, il y a trop de décalage dans l'histoire. Et en 2002, il y avait la Coupe du Monde de football. En 2002, il y avait la Coupe du Monde de football et je me dis attends, la France elle va là-bas, je parle anglais. Je vais faire mon visa, mon working holiday. Ah, c'est ce qu'on tu disais, en fait, t'aimais bien voyager. J'aimais bien voyager, ouais. Et je me dis, vas-y, il y a peut-être moyen, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui parle anglais et français. Donc, je suis parti, j'ai rencontré les mecs de la FIFA. La FIFA, tu bosses gratuit, comme partout, tu sais, les stadiers, les machins. Moi, je n'ai pas fait le tour du monde pour bosser gratos. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Mais j'avais mon visa de travail, donc je suis resté au Japon. J'ai appris le japonais, j'ai bossé dans un petit resto, dans une boîte de nuit. J'étais prof pour les enfants lundi, mardi, mercredi. Et j'étais en boîte de nuit avec les Zoulous jeudi, vendredi, samedi. Tu vois, c'était Merrill Kindergarten lundi, mardi, mercredi, à côté de Yokohama, et j'étais au Gaspanic 99, la boîte où il y a le plus de bagarres, le plus gros club de hip-hop, à part le Harlem de Tokyo, le jeudi, vendredi et samedi avec les Zoulous. Bon, quand même, tu parles japonais, ça veut dire. Oui, c'est-à-dire ok. Chotodake. Ok. Finalement, au Four Seasons, ils te recrutent? Ouais, ils me recrutent, donc je bosse pour une boîte de chauffeurs qui s'appelle Chabé. Je bosse pour le Four Seasons pendant des années, c'est très bien payé. Et un jour, je me dis, vas-y, j'aimerais bien changer de lifestyle. Et je suis parti habiter à Singapour. Je montais mon dossier pour ouvrir les hôtesses d'accueil, tu sais, Mr. Smith, là, qui te font passer de l'avion direct VIP dans la voiture sans faire la queue, sans galérer pour tes bagages. Et il y avait une loi qui a changé, qui est passée de novembre-décembre, où tu pouvais avoir ton bureau au centre-ville de Singapour, à non, obligation janvier-février, nouvelle loi sécurité, tu dois avoir ton bureau dans l'aéroport, c'est 20 000 balles de loyer. J'ai dit, j'ai pas de sous. Pas à ce moment-là, c'était mes économies. Et à ce moment-là, mon assos, Robert, c'est un mec qu'on se connaît depuis qu'on est petit, tu vois, on a grandi à Villiers-le-Bel ensemble. Il me dit, ouais, je suis en Irlande, moi j'habite là-bas, il n'y a pas de bouffe asiatique, je me galère, mais j'ai trouvé un concept, ça s'appelle Walk to Walk, une chaîne de wok où tu fais tes wok à la commande, il y en a un peu partout. Je ne sais pas s'il y en a en France, mais on va dire, c'est le pitaya de la France, tu vois, il n'y avait pas ça à l'époque, 2009, il me dit, viens, on ouvre ça. Je lui ai dit, je suis chaud, je ne sais pas cuisiner, je suis bon en marketing, et la petite punchline que je dis tout le temps, j'ai un bac plus 10 mangeur. Tu sais, j'ai pas peur de manger et j'analyse ce que je mange. La cuisine asiatique, je la maîtrise en Thaïlande, Japon, Vietnam, Chine. Tu sais, j'ai maîtrisé tous ces pays parce que j'y ai beaucoup habité. J'y ai beaucoup été. Et quand je parle habiter, c'est 3 à 6 mois minimum. Tu vois, c'est pas genre j'ai été en Thaïlande en vacances pendant 15 jours et je rentre en France. Ouais, j'ai kiffé la Thaïlande, j'ouvre un resto de sushi. Tu vois, les mecs qui n'ont pas capté la cuisine asiatique. Tu vois. Et désolé de dire ça, mais il y en a plein. Et on rentre en France, on commence à bosser par rapport à ce qu'on a appris en études de commerce et on commence à monter notre dossier. Moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé un concurrent d'un autre pays en disant que ça m'intéressait de prendre une franchise. Il m'a envoyé son dossier, j'ai tout réécrit, j'ai marqué mon nom et le nom de mon restaurant, j'ai donné à la banque, on a eu le crédit. Tu vois, et c'est comme ça qu'on a monté notre premier resto qui s'appelait W4Walk. Okay, c'était... Comme je disais, je visais loin comme Bruce Wayne. Il y avait le M de McDo, tu voyais de loin, le Q de Quick que tu voyais de loin, et je voulais que tu vois le W de Walk de loin, tu vois. Ouais. Genre, la tour, on avait même fait la tour de Bruce Wayne avec le W, on s'est amusé. Et on a monté ce restaurant-là, rue des Petites Écuries, dans le 10e. Et c'est un carton immédiat. Okay. Mais je te parle d'une génération où quand tu faisais businessment parlant, ou quand tu faisais un plat à 7 balles, tu gagnais de l'oseille. Et le plat était copieux. Maintenant, faire un plat à 7 balles, ce que je disais, c'est 4 nems. Quand tu vas dans un resto parisien, 4 nems, 7 euros. Ouais, les prix ont augmenté. Alors que moi, avant, tu avais de la viande, du riz, des légumes, tout était fait maison. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu rentres dans la restauration. C'est comme ça, en fait. Et tu rentres, c'est un carton direct. Comment ça s'est passé? En fait, la chance qu'on avait, c'est ce local, tout était aligné, en fait. À la base, on était sur un local dans une rue de derrière. Et petit local,
tout en longueur, pas si pratique que ça, mais genre loyer pas cher, le local tu rentres gratuit, Pourtant etc. bien placé, hein. Ouais, non, dans la le rue premier. derrière, mais tu vas voir. Et on monte nos dossiers, on envoie ça à la dame, et du jour au lendemain, genre la semaine où on doit signer, elle dit finalement j'ai donné à un autre gars. J'ai donné à un autre gars et pas à vous. Donc, on est parti un petit peu dépité. Comme ça, on marche à Château d'Eau. Et il y a un petit bar à l'angle de rue qui s'appelle le Château d'Eau. Et on discute avec le propriétaire. Il fait, putain, on s'est fait baiser sur... désolé sur le mot. On s'est fait baiser sur notre vente. Notre business, il est foutu. Il me dit, bah, regarde, au coin de la rue, il y a le papa turc qui veut vendre. Il y a toujours trop de bagarres parce qu'il joue aux cartes là-bas. Beaucoup de bagarres et tout. Donc, il veut vendre, va le voir. On est parti le voir. Il a accroché sur nous. Il a accroché. Il nous a kiffé comme ses gosses, tu vois. Ouais. Il a dit, et mon pote, il l'appelait Chine. C'est le papa truc, papa bien truc. Il fait Chine, comme mon fils, serrer la main comme des hommes. Pac, il a écrasé nos mains comme ça. Il fait, je vous le vends. Il a écrasé nos mains. C'est un ancien militaire, tu vois. Il a dit, je vends à vous. Personne ne savait dans le quartier qu'il était. Il y avait le prix aussi, quand même. Je vends à vous. 40 000 balles. Ouais. 40 000 balles. 100 mètres carrés. Combien de loyer? 1063 € de loyer. Ah ouais. Oh, ouais. On peut applaudir? Pas de compteur d'eau. Ah ouais. Compteur EDF trafiqué. Ouais, EDF trafiqué. Non, pas de compteur d'eau. 1063 € de loyer. Incroyable. Incroyable. 100 mètres carrés. Non, on est en 2009, là. On est en 2009. Ouais. Et on fait des bêtes de travaux. Écoute, le jour où je le signe, le Chinois qui était au bout de la rue, il n'y avait que 2 Chinois dans la rue. Vraiment le traiteur, entre guillemets, avec le respect que j'ai pour lui parce qu'il bossait dur, ce que les gens appelaient le traiteur salle de bain, tu vois. Ouais. Vraiment ravioli machin, bœuf aux oignons, vraiment le cliché du traiteur d'il y a 10 ans sur Paris. D'ailleurs, ça existe très peu maintenant, ça. Quand tu allais à la gare, tu prenais, mets-moi 100 grammes de riz, 100 grammes de brocoli, tu vois. Et c'était vraiment ça. Il vient me voir en pleurant, il me fait « Je te l'achète 150 000 ». Je l'ai acheté 40 000 le jour d'avant, tu vois. Je dis ça à mon père, il me dit « Vends-le ». Je dis « Bah non, t'es ouf ou quoi ? Si le mec, il veut me l'acheter 150 000, c'est que ça vaut plus. » Tu vois. Et on a charbonné comme des malades, on a fait un petit resto, 35 places assises, 200 couverts le midi, tu vois. Tout était frais. C'était de la restauration à table? À table et rapide. Ok. En fait, la chance qu'on avait dans ce quartier, c'est qu'on était le seul restaurant où quand il pleut, t'attends pas sous la pluie. T'attends à l'intérieur. Télé, match de foot, clip, gros son, tu vois, place assise. On avait dessiné nous-mêmes. À l'époque, il n'y avait pas l'IA, les machins compliqués comme maintenant. On avait réussi, par rapport à des connexions au Japon, à avoir des illustrations de Street Fighter. On avait fait le mur de Chun-Li de Street Fighter. Donc c'était un univers totalement immersif sur le monde des mangas et du Japon? Ouais, pas du manga, de l'Asie en général, parce que on Pop faisait culture. pas, ouais, pop culture. Mais je voulais pas que ce soit un resto cliché non plus. Il y avait pas, c'était pas trop accentué là-dessus. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un menu sur un board comme ça, tout simple. Avec toi-même, tu composes tes plats. Et quand tu composes tes plats, la personne arrive et elle reste comme ça, elle fait oh, tu sais, ça met trop de temps. Et donc ce qu'on a fait, au bout de 6 mois, on a pris les meilleures ventes, on les a shootées, on les a mis sur des images, et les gens ils arrivaient, ils faisaient Ouais, menu board C'est simplifié la au bande maximum. tactile, Bande tactile façon. C'est 2009. 2010, on avait ouvert. Ça Ah a ouais. ouvert en 2010. Et ça a cartonné. Ça allait beaucoup plus vite. Moi, j'étais à la caisse, je tapais le numéro de la commande qu'il y avait sur le ticket et je tapais les codes parce qu'il n'y avait pas les imprimantes où tu tapais les bons de commande, où tu collais dessus comme il y a maintenant. Il n'y avait pas autant de simplicité comme maintenant. Tu vois, tout était fait marqueur. S'il n'y avait pas de marqueur, stylo bic. Tu vois. Et on marquait NJ, c'était la nouille jaune. Comme ça, le mec, il savait qu'il fallait mettre des nouilles jaunes. B, il savait que dans la petite coupe, il fallait qu'il mette du bœuf. Et 3, il savait que quand on cuisine, il prenait la sauce 3. Mais toi, t'es pas restaurateur? Pas restaurateur. Et comment Non, en fait, je suis pas. Bah, je le suis puisque j'ai ouvert à ce moment-là. T'es cuisinier? Je suis pas cuisinier. Je l'étais pas. Qui maîtrise la cuisine finalement entre toi et ton associé? Les gens qui ont su lire mon annonce en chinois et en thaïlandais que j'ai collé dans tout le 13e. Donc, mais comme moi, je la connais bien, cette cuisine, sans savoir la faire, et que mon associé, c'est un Asiate, il connaît très bien cette cuisine sans savoir la faire aussi, je te parle de ça il y a... T'as le goût. On a le goût. Okay. Et je sais si ça passe. Je sais si ça passe. Okay. Et ça veut donc, dire que vous avez commencé, vous avez recruté directement un chef? Direct. On a recruté des chefs et la chef, elle nous a ramené ses gars, tu vois. Et c'était une bonne chef. Elle cassait les couilles de ouf, comme tous les chefs, tu vois. Mais c'était une bonne chef. Et le truc qu'on a fait, c'est que ça marchait bien, c'était bon, c'était quali. Nem maison, brochette maison, sauce maison, viande. Tu voyais que la viande était belle, tu vois. On prenait la viande halal de la boucherie, ça fait 17 ans qu'on bosse avec la même... C'est la 17e année là où on bosse avec la même boucherie. Viande fraîche tous les jours, poulet frais, il n'y a pas de galère, rien, tu vois. Traçabilité, nickel. Donc les gens, ils arrivaient, tout était beau. Donc tu commandais. Et on était le resto où tu fais pas la queue dehors parce qu'il y avait toujours de la place à l'intérieur.
Et les gens, ils prenaient à emporter. Surtout bien placé. C'était en face de certains studios, tu disais. En fait, on était rue des Petites Écuries. Quand tu vois, c'est une rue, tu dis pas c'est un boulevard, parce qu'il y a quand même le boulevard de Strasbourg-Saint-Denis qui cartonne, le boulevard de Saint-Denis, où il y a toutes les belles enseignes qui ont des loyers à 5000 balles pour la même superficie. Nous, on était dans la petite rue, mais à part le petit traiteur chinois que je te disais au début, il n'y avait pas d'Asiates. C'était ça notre force de frappe, c'est que tu voulais manger les meilleurs kebabs de Paris, c'est le quartier. Tu voulais manger, il n'y avait pas de burger à l'époque, il n'y avait pas de Paris-New York. Paris-New York, c'est un des premiers burgers qui arrivait sur Paris. Il n'y en avait pas, il arrive en 2012, donc 2 ans après nous. Donc, si tu voulais manger asiatique, déjà dans le coin sur Paris, il n'y en avait pas énormément. Surtout dans tout comme ce qu'on faisait nous, un peu sauter, wok à la commande, un peu entre guillemets les subways de l'asiatique, tu vois. Et donc, tout le monde se déplaçait. Ils venaient de banlieue, les gens, ils venaient de partout. Et en face de nous, il y avait le Studio Bleu. Donc, dans notre 5e client, c'était Matt Pokora. Tu vois, on a eu les mecs. 1, 2, 3, 4, Matt Pokora. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va. Un prénom. Tu vois. Et ça a cartonné. Puis on a tous les mecs, on avait la section d'assaut. On avait Ayana Kamura qui venait manger chez nous. À l'époque, je me souviens très bien. Elle venait manger chez nous. Tu avais tous les gens du studio, donc tout le monde venait. Tu avais des trucs internationaux qui étaient là, on ne savait pas c'était qui. Tu vois. Parce qu'en fait, il y avait le New Morning en plus. Salle de concert un petit peu mythique, un peu plus en devant. La salle de concert de Prince. Prince, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas machin. Il fait, je fais un concert là. 5000 personnes dans la rue. Tu vois. Donc ça a cartonné, ça a bien marché. On a suivi le marché et on a vu qu'en 2016, l'évolution de la cuisine asiatique avait level up de fou. Et bon, les prix avaient augmenté, le food cost n'était pas le même. Et on s'est dit, viens, on passe d'un menu d'un panier moyen à 10-12 euros à un panier moyen à 25, tu vois. Et comment on fait ça? On ouvre un resto un peu plus beau, dans un quartier un peu plus branché, qui est moins un quartier de midi, parce que c'était quand même un quartier de midi là-bas. Le soir, on avait les concerts. Et on marketise, je sais pas comment on dit, on market le concept pour que ce soit plus cher. Parce qu'un pad thaï, c'est un pad thaï. Mais un pad thaï dans une boîte en carton, dans un restaurant où tu manges sur un tabouret, c'est pas pareil qu'un pad thaï servi dans une assiette avec un beau bar et tu vois, où tu es assis à table. L'expérience client. Le concept de manger en terrasse n'est pas la même dans une boîte en carton que dans une assiette avec des couverts. Donc, on a poussé le concept. C'est de là où on a ouvert le Goku Asian Canteen. Et pareil, celui-là, c'est pareil. C'est comme un coup du hasard du premier resto. C'est que mon pote, il est en scout. On cherche un local. Et il y a un Turc? Non, il n'y a pas un Turc. Il y a un gars qui passe sous le rideau de fer. Ouais. Et mon assos, il le fait. Il fait, attends, il y a peut-être un local à vendre. Il rentre sous le rideau de fer pendant qu'il fait la visite. Donc, le mec, qui fait la visite avec les gars qui étaient là. À la fin, il fait, vous êtes avec eux? Non, mais je suis là. Ah bah non, c'est pour eux le local. Il va voir le mec, il fait, ouais. Des restos locales, comment on fait? Et les gars, c'était un petit jeune. Et mon assos, c'était basket, casquette, bombardier. Il a plus kiffé voir un mec un peu dans son esprit qu'avoir 2 darons comme ça. Combien est le loyer, tu vois? Donc il a mis mon pote dehors et à la fin, il a dit, vas-y, je te le garde. Il m'appelle, il me fait, j'ai trouvé le local. On est arrivé, on l'a signé en 2 jours. Ah ouais. On l'a signé en 2 jours. 81 000 euros, 2500 balles de loyer, boulevard du Temple. Et 110 mètres carrés et 25 mètres carrés de terrasse. Ce qui est important, c'est vraiment le choix du local, parce que c'est le loyer, en fait, finalement, l'emplacement, trouver des bonnes combinaisons comme ça, tu n'en trouves pas forcément tous les 4 matins, en fait. Moi, souvent, j'ai des restaurateurs qui m'ont demandé de les aider. Et je dis, par contre, loyer local ne me demande pas, parce que moi, j'ai toujours eu de la chance. Et je ne pourrais pas t'aider à trouver un local, parce que je n'ai pas la notion du marché. Tu vois, mon premier local, le W4 Wok, celui-là, on l'a transformé en comedy club. Et je l'ai vendu 600 000 euros l'année dernière. Comment on passe d'un 40 000, 600 000. Ouais. Dingue. Ouais. Cool. Donc finalement, le premier resto devient un comedy club? Le premier resto est resté un resto jusqu'à il y a 3 ans. Okay. Il est resté un resto de street food, cuisine vite fait, jusqu'en 2016, quand on a ouvert le Goku. On a le cantine à côté. Exact. Okay. Et la cantine, en fait, on a fait, la première année où on a ouvert, on a fait une communication Daft Punk masquée. En fait, on a pris des masques de l'opéra chinois, du roi singe, parce qu'en fait, Goku, c'est pas Son Goku, comme tout le monde connaît, c'est Sun Wukong, c'est la mythologie chinoise, c'est le singe de la mythologie chinoise. Okay. Et ce qu'on a fait, on a pris des masques qu'on a peints comme les masques de la mythologie chinoise, on se les a mis, on a fait une com en anglais,
non-stop. On a shooté dans tous les trucs clichés asiatiques, dans Paris, dans Tank Frères, dans les machins. Et on avait des articles sur nous en disant qui sont les Daft Punk de la cuisine asiatique, mais d'où viennent-ils? Tu avais des articles en anglais, machin. Et nous, on parlait en anglais éclaté, tu vois. Enfin, on savait que c'était pas un anglais d'anglais, tu vois. Et ça a cartonné jusqu'au jour où un journaliste a remarqué qu'il venait manger dans notre resto, le Wok. Il a vu sur le ticket carte bleue W4 Wok. Il a dit, c'est les mecs du W4 Wok, je les ai grillés. Mais bon, c'est pas grave, Joris, hein, merci, tu nous as grillés. Mais bon, c'était quand même très, très cool. Ouais. Et on a joué là-dessus à mort. Ouais, marketing d'influence, jouer sur du storytelling. Et tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas des influenceurs de maintenant. À l'époque, quand Mais quelle année, là? 2016. 2016. Okay. Quand on parlait de toi, c'était blog ou article, c'est tout. Il n'y avait pas Facebook aussi, tu vois. Mais Facebook, tu n'avais pas le mec qui venait se filmer. Ça n'existait pas le mec qui venait se filmer. Oh, j'ai trouvé le meilleur sandwich de Paris, incroyable. Florian, il a commencé à cette époque-là. Et Florian, il a commencé à cette époque-là. Il a commencé, ça fera ses 10 ans là. Il a commencé en 2016. Et Florian, je dois faire partie de ses premières grosses vidéos parce qu'il est venu chez moi en 2017. Et quand on me l'a envoyé, je me suis dit, c'est qui? Je ne connais pas. Tu vois, et depuis, on a fait les 400 coups, on a fait plein de vidéos. J'ai même une vidéo qui va sortir sur moi avec lui qu'on a tournée la semaine dernière. Là, elle va sortir demain. Et donc, on a travaillé par rapport à ma façon de travailler le marketing. En fait, la DA du resto, c'est moi. Je sais ce que je veux. J'aime pas faire le truc de c'est ce que j'aime, je fais ce plat parce qu'il me parle. Moi, les plats, ils me parlent pas, tu vois. Moi, je fais parce que j'aime bien le manger. J'aime bien le hip-hop, je mets du gros son. J'aime bien telle déco, je mets telle déco. J'aime bien tel cocktail, on va travailler sur tel cocktail. J'aime bien telle atmosphère. Avec mon assos, on travaille sur l'atmosphère de notre resto. L'Instagram, c'est moi qui le gère. Les photos, c'est moi qui le gère. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu demandes à... C'est chiant, ça, c'est mon problème à moi, c'est que je sais pas déléguer. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, fais-moi une tasse noire et jaune, il va te faire une tasse jaune et noire. Mais t'as pas demandé jaune et noir. Tu as demandé noir et jaune. Et une fois, 2 fois, 3 fois, et il va te facturer à chaque fois qu'il te modifie. C'est bon, next. Je m'achète un appareil photo, j'apprends Photoshop, je me forme et je fais tout seul. Tu vois, j'ai fait mes vidéos tout seul. Là, avec l'IA, ça m'aide pas mal parce que j'ai une inspiration qui va dans tous les sens. Donc, je m'aide un petit peu à canaliser, à écrire des textes ou à faire un peu... Si tu fais un petit peu un sketchboard de ce que tu veux faire. Mais tu as le temps quand même d'exploiter ton resto? Oui, j'y bosse. J'y bosse. Ouais. Parlons-en, on met les pieds dans le plat ou... Là, c'est le moment. Hein. Là, parce qu'on a une grosse entrée de ouf. Ouais. C'est comme dans mon resto, t'as pris le menu poteau. C'était calibré, frère. Les entrées, elles étaient lourdes. Hein. Ou dans le plat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il a un concept qui s'appelle Goku Cantine. Ils ont ouvert. C'est quoi la réalité du quotidien? Ça marche, les chiffres sont bons, c'est quoi les péripéties, les difficultés? Vous êtes combien à exploiter, toi, ton associé? C'est quoi la vie de ce concept-là? Moi, j'appelle ça un métier passion. Parce que tu peux pas faire restaurateur en disant « Pompe up, je vais gagner de l'oseille de ouf ». Tu gagnes pas d'oseille. Tu veux être millionnaire? Tu veux être millionnaire ou pas? Ouais, vas-y. D'abord, tu deviens milliardaire et après, tu ouvres des restaurants. Tu vas perdre tellement d'oseille que tu vas devenir millionnaire. Elle est pas mal, celle-là. C'est mon pote Damien qui m'a sorti ça. Quand il m'a sorti ça, au début, j'ai pas compris. J'ai dit quoi? Bref. Et non, ça a marché très, 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 très bien grâce à la Coupe de France de Burger qu'on a gagnée en 2017. Je vais te raconter cette anecdote. Et depuis octobre 2023, on fait ça. Mais on est en vitesse de croisière basse. Après, on était en vitesse de croisière très haute pendant longtemps, tu vois. Et on a eu un échafaudage qui s'est installé en été 2023, qui a duré jusqu'à une semaine avant les JO. Incroyable. Et après, on s'est mangé les JO. Donc, tu vois, ce que je disais, c'est que j'avais fait un truc pendant le Covid. Pendant le Covid numéro 2, j'avais fait un truc, j'ai dessiné en pixel des jeux vidéo où tu devais combattre des démons, des machins. Et j'avais fait un kit, je t'expliquerai. Et le truc, c'est que pendant le Covid, on devait combattre un monstre qui était le Covid. On l'a battu. On s'est mangé un Covid numéro 2, un autre monstre. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, on a un échafaudage. C'est-à-dire que maintenant, notre monstre qu'on doit combattre, c'est un échafaudage. Donc, tu sais, je partais dans un délire, mais c'est quoi le boss final? C'est quoi le prochain truc, tu vois? À chaque fois que tu participes, tu passes le niveau, tu t'en sors. Niveau supérieur, tu bats tous les scores. Et un peu, tu tapes le boss final. Et là, le boss final qu'on a eu en 2023, et celui-là, il nous a planté. Je te dis, c'est un échafaudage vraiment, vraiment monstrueux et dégueulasse, où les gens, ils passaient, ils te voyaient même pas, même avec les panneaux, les machins, etc. On avait mis des lumières, des néons, où tu manges en terrasse, il pleut du sable, c'est dégueulasse. Et après, on s'est mangé juin, juillet, août, septembre, les JO, où nous, carrément, on jouait au foot dans la rue, on jouait au Uno dans la rue, tellement on se faisait chier. Pourtant, on est sur un boulevard, à la République, tu vois.
Et je crois que tout le monde, tout pareil, tout pareil. Constat, c'était du moins. En plus, ça arrive en mois d'août. Ouais. Restauration, on est au plus bas. Et tu rajoutes un peu l'exode des Parisiens et finalement toutes ces rues bouchées. Et tu as du moins 80% sur du chiffre d'affaires. En fait. Exactement ça. Ouais. C'était agréable, Paris. Moi, quand je me promenais en vélo, quand c'était cool. Paris, c'était beau, c'était bien. Tu faisais pas d'oseille, en fait. Tu sais, nous, on a des restaurants. À mon top du max, j'avais 19 employés. Là, maintenant, on est 7. J'ai éliminé, j'ai fermé le Comedy Club, j'ai fermé mon rooftop, etc. Et du coup aussi, pourquoi le Comedy Club? Parce qu'on en parle, mais à quel moment tu dis je fais du restaurant asiatique et bam, je fais un Comedy Club? Donc il y a deux choses, la Coupe du Monde de burger et le Comedy Club. On commence par la Coupe du Monde, parce que chronologiquement parlant, c'est ça, si tu veux. Ok. En 2016, il y a une Coupe du Monde, il y a une Coupe de France de burger qui apparaît première année sur les réseaux. Je me dis, tiens, vas-y, on va s'inscrire, il n'y a rien à perdre, qui ne tente rien à rien. Comment t'es dans l'Asiat? Ouais, mais regarde le burger que j'ai fait. Avant de faire le burger de la Goku Cantine, de l'Asian Cantine, je suis le premier en France sur l'inspiration de Keizo Shimamoto. C'est un mec de New York. Enfin, c'est un mec de Los Angeles qui s'est dit, Los Angeles, c'est pété. Je vais à New York, c'est la hype. Je vais lancer un concept là-bas. Lui, ce qu'il a fait, il a fait le ramen burger. Vous avez déjà entendu parler de ce burger? Je suis le premier en France à l'avoir fait en 2014, avec plus ou moins l'inspiration new-yorkaise, en demandant aux gens, via Instagram de l'époque, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est bon? Et les gens m'envoyaient des messages, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est comme ça. Donc, sans l'avoir goûté, je l'ai créé par rapport aux messages que les gens m'envoyaient. Et j'ai analysé toutes les vidéos qu'il avait sur YouTube à l'époque de ce mec-là. En fait, il voulait ouvrir des restaurants de ramen. Et ouvrir un restaurant de ramen à New York, c'est comme ouvrir un restaurant de burger à Paris, il y en a 50 000. Donc, ce qu'il a fait, il a buzzé sur le ramen burger. Donc, deux galettes de nouilles rondes, avec super croustillante, un peu fluffy à l'intérieur, avec de la viande sauce très très simple. Un truc qui se mange, c'était $10, c'est tout. Donc nous, on a fait pareil, un truc à $10, à $12, à 12 euros, quoi. Et on avait fait les nouilles super fraîches, elles tenaient. Tu pouvais jouer au frisbee, elles étaient soft et croustillantes en même temps. C'est pas genre, tu manges le paquet de nouilles chinoises et ça croque, tu vois. C'est vraiment agréable. Petite sauce teriyaki aux oignons, petite salade et un bon steak parfumé, c'est tout. Et c'était un gros banger. On est passé à la télé, on a eu des articles, etc. Et je me dis, vas-y, je vais mettre ça à la Coupe de France de burger. On est sélectionné. Mon associe y va parce que moi, c'était mes grosses vacances que j'avais prises avec ma femme. Je ne pouvais pas passer à travers ces vacances-là. Donc, j'ai suivi le live de Thaïlande de lui qui est arrivé. Et il est arrivé deuxième. Pareil pour un mec qui ne fait pas de cuisine. Il est arrivé deuxième contre un mec qui a gagné Top Chef, première édition. Tu vois. Après, comme je l'ai dit, le mec qui a gagné Top Chef, il a gagné Top Chef. Ceux qui sont arrivés derniers, ils étaient dégueulasses. Toi, t'es arrivé deuxième parce que t'étais meilleur que ceux qui étaient dégueulasses. Parce que je pense pas qu'on aurait battu le mec de Top Chef. Et on a gagné, ça nous a fait de la pub. Et l'année d'après, je me suis dit, vas-y, on a gagné, on vient d'ouvrir le Goku Asian Cantine en 2016. Donc 2017, je me dis, je vais m'inscrire à la compétition, j'ai rien à perdre. Je suis en train de scroller sur les réseaux, je screenshot un burger de pain noir d'Europe de l'Est, je l'envoie, je raconte une histoire. T'as bien raconté les histoires. J'ai bien raconté les histoires. Et on a été sélectionnés. Et après, j'ai créé mon burger par rapport à des inspirations asiatiques, parce que nous, au Goku, on fait de la cuisine asiatique. Et on est parti, gagner la finale de Paris. Il y avait 2 finales. Quand tu gagnes ta finale, tu fais la grande finale le soir. J'ai gagné la finale de Paris, donc sélectionné pour la finale. Mais à chaque fois, enfin, tu dois proposer un burger. Ouais. Tu dois reproduire ce burger-là. C'est pas t'improvises sur place. Non. Tu viens avec ta recette. T'as donné ton cahier des charges. Voilà, le burger s'appelle comment. Voilà à quoi il ressemble. Non. Le seul truc qu'il n'y avait pas dans le burger de la fausse photo que j'ai envoyée, c'est la tomate. Parce que moi, je trouve la tomate et les avocats dans les burgers, je trouve que c'est vraiment un gâchis. Ça sert à rien du tout. Et donc, j'ai pas mis. J'ai refait mon burger, storytelling, machin, petit kimono, lunettes, casquette comme d'habitude. Et respectueux des mecs autour, parce que là, tu viens dans une compétition, mais il y avait des mecs, ils étaient là vraiment pour... tu vois, c'était pas sympa, tu vois. Moi, j'arrive, je gagne, je suis content, je rigole avec tout le monde. Et j'ai marketé, justement, cette victoire au max que je puisse le faire. C'est-à-dire, je l'ai envoyé à la télé, j'ai bossé avec Thierry Marx, j'ai passé mon burger aux Galeries Lafayette, j'ai placé mon burger avec Thierry Marx, j'ai placé mon burger dans plein de petits restos et des brasseries un petit peu stylées. Donc, c'est les premières fois où tu fais des collabs avec des marques, c'est cool, tu vois. Tu prends du cash en plus et ça te fait une publicité un petit peu qui part en éventail, super dans tous les sens et dans toutes sortes de médias. Donc, ça nous a ramené grave de la visibilité. Le restaurant, il est passé de 40 000 euros de chiffre d'affaires au mois de mars à 80 000 au mois d'avril. On a doublé. Et alors que je ne mange pas de burger et que mes employés, ils font que des patailles et des curés et des nouilles tous les jours. Tu vois. Donc, du jour au lendemain, on a 40 000 euros de burger qui rentrent. On a acheté une plancha. Non, en fait, ce que je faisais, c'est que j'interdisais aux gens, parce que je ne voulais pas être un resto de burger.
Et moi, mes employés, ils font de la bonne cuisine asiatique. Ma chef, elle était là, elle m'a dit, je me fais chier le premier mois. Elle était en cuisine, elle était là. Elle m'a dit, je fais rien, je lis les bons. Burger. Donc ça m'a saoulé. Et moi, ma boulangerie, elle était propre, elle était juste en face, à 5 minutes à pied, et ils me faisaient mon pain tous les jours. Le pain noir. Le pain noir, tous les jours. C'est leur spécialité, c'est la boulangerie Utopie. Et ce que j'ai dit, la règle de maintenant, c'est, vous êtes 4, 2 burgers maximum. Vous vous débrouillez, vous coupez en 2, et chacun prend un plat. Il y en a qui ont râlé, mais au final, ils ont commencé à goûter le pad thaï. Ils ont goûté le curry. T'imposes ça à qui? Aux clients? Aux clients, ouais. Ah oui. Ouais. En gros, les gens, ils viennent dans ton resto pour manger un burger. Toi, tu leur dis quoi? Non. Non, parce que je voulais pas que ça prenne le monopole du resto. Mais frère, les gens, ils ont le droit de consommer ce qu'ils veulent, non? Ouais, mais pas chez toi. mais non. Mais en fait, et ça a marché parce que justement, les gens, ils arrivaient. En fait, l'esprit de la cuisine asiatique, c'est tu mets tout au milieu, tu as ta petite assiette et tu partages. Moi, tous mes plats, tout est coupé. La viande est déjà tranchée, le poulet grillé est déjà passé à la machette et tout est en sauce ou en machin. Tu as juste à prendre, tu mets dans ton assiette et tu. C'est pas, je peux goûter dans ton assiette. Non. Ouais. Tout est au milieu. Pareil pour le burger. Les gars, je vous coupe le burger en 2. On n'avait pas des clients chiants. Les clients qui viennent au Goku, 99%, c'est de la balle atomique, tu vois. Ouais. Donc, belle ambiance. Tu viens dans un resto. Tu sais qu'il y a une bonne ambiance. Le staff, il est génial. J'ai toujours eu un staff. J'ai toujours eu de la chance. On va dire, sur tous les gens que j'ai employés, j'ai dû avoir 4 cassos. Mais cassos qui n'ont pas fait long feu, tu vois. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours eu une équipe extraordinaire. J'aurais même fait un t-shirt dernièrement. Je vous montrais, j'ai fait un t-shirt bootleg avec tous mes employés comme ça, en mode avec des calages, des machins, des Doberman, comme un truc de rap. J'ai trop galerie ce t-shirt. Il est en série limitée. Ouais, il y a série limitée, 50 exemplaires, c'est tout. Et je le sors pour Nouvel An chinois. Chaque année, je sors un t-shirt et les gens, ils kiffent. Je fais du merch 3 fois par an, tu vois. Et donc, finalement, les gens viennent, tu leur dis, les amis, t'es venu pour un burger, mais t'auras que la moitié, viens goûter au pad thaï. Ouais. Et ça prend? Et ça prend de fou. Ah ouais. Ça prend de fou. Et ce que je faisais, c'est que tu avais le menu du restaurant et tu avais le menu des burgers. Comme ça, si j'ai pas envie de te donner de burgers, je te donne pas le menu des burgers, je te donne les nouilles. Tu vois. Et surtout, il était sold out très vite. Ah ouais. Et j'en faisais 150, 200 par jour max, c'est tout. Ah ouais. Tu vois. Et comme on parle de chiffres à table, tu vois, on tournait d'un resto qui était en galère dans une rue, tout le monde nous a dit, boulevard du Temple, c'est une rue, il y a que des cuisines, c'est une rue, il y a que des magasins de cuisine. Ce resto-là, vous ne l'avez pas payé cher. Pourquoi? Parce que ça faisait 3 ans, il était fermé. Ouais. Et on galère. Full staff, 200 € par jour. On commence à faire du marketing, on fait venir des potes pour faire s'il y a du monde et tout. On tourne des petites vidéos, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux vraiment encore à l'époque. Tu vois. Donc c'était dur d'attirer du monde. Et je me dis, vas-y, cette compétition, si je la fais, c'est pour la gagner. Parce qu'à Paris, si tu n'es pas premier, on ne parle pas de toi. Tu vois. En province, avec le respect que j'ai pour la province, t'es 5e, 10e, top 100, bam, génial, top 100 des meilleurs burgers à machin ou schnock, tu vois. À Paris, si t'es pas premier, on parle pas de toi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, tu vois. Et donc, je me dis, il faut que je la gagne. Et je suis donc, parti tu voir capitalises vraiment sur toute la communication, comme tu dis, multicanaux, les gens, ils viennent, tu les éduques à aller explorer autre chose que ta carte. Finalement, ta chef, elle a un peu plus de boulot, elle retrouve le smile. De ouf. Et donc, ça se passe bien. Tout se passe bien. Mes cuisiniers, ils sont avec moi. Il y en a un, je m'en suis séparé de lui parce que j'ai vendu le Comedy Club et je savais qu'il allait me coûter une balle. Il est resté 16 ans avec moi. 16 ans. C'est le premier cuisinier que j'avais au Wok. 16 ans. Il m'a coûté gros salaire et 17 000 € le chèque à la fin. J'ai eu mal un petit peu. Je dis, je te paye un petit peu en plusieurs fois, s'il te plaît. Il a dit, OK, patron. OK, patron. Mais t'es un hyperactif? En fait, quand je suis en bonne santé, c'est-à-dire quand je suis en bonne santé, c'est qu'il n'y a pas trop de galères au resto, que financièrement le resto ça va, je suis créatif. Ouais. Quand le resto ne va pas, comme cette semaine que ça va pas très bien, elle n'est pas ouf cette semaine au resto, je me dis merde, est-ce que c'est pas bon ce que je fais? Remise en cause de ouf. Remise en cause de ouf sur les plats. Je descends en cuisine, je regoute tout. Je dis, mais non, c'est bon. Je regarde les avis. Ben non, regarde, 5, 1. Ah, on a eu 1. Pourquoi on a eu 1? Tiens, tu sais pourquoi on a eu 1? Parce que je t'ai fait payer 4,50 € un iced tea. Non, je t'ai fait payer 4,50 € de l'eau avec de la grenadine et tu t'es plaint. Tu sais pourquoi? Parce que tu voulais regarder le match de foot et tu m'as dit, est-ce que je peux m'asseoir en terrasse avec mon McDo? Bien sûr, assis-toi, regarde le match de foot, occupe une place de mes clients avec ton McDo. T'inquiète pas mon gars, ça me fait plaisir. Il m'a mis 1 étoile, ce chien de la casse. Mais bon, après j'ai envoyé à Google, je fais, attends, le mec il me met 1 parce que je lui ai vendu de l'eau
Un grand verre, hein, j'ai pas fait c'est pas genre un shot, un grand verre avec du très bon sirop déjà, hein, avec une rondelle de citron, 2-3 feuilles de menthe, des glaçons. Je lui ai vendu 4,50. Ouais. Il m'a dit, le prix n'est pas marqué à la carte. Et je lui ai répondu, dans la vie, tu crois que je vais marquer le détail de toutes les boissons que je vends? Il y a marqué soft. T'as pris un soft, mon frère? C'est 4,50. La vie a été effacée. Comme quoi. Bah oui, voilà. Sinon, on a des bonnes notes, le resto il tourne bien, on a une bonne équipe. Et donc, quand tu dis je stresse quand ça va mal, c'est un petit peu cette zone de se remettre en cause, de se dire attends, sur quoi je peux travailler, quel levier Bah, quand ça va mal, mon cerveau il est en arrêt et j'arrive pas à créer. J'arrive pas à créer. Tu vois, hier j'ai forcé un de mes cuistots à qu'on fasse des vidéos sur les burgers. Je suis tombé sur une vidéo d'un resto de burgers en Angleterre que j'aime bien. C'est très bien filmé. C'est des vidéos qui durent 3 secondes, hein, vraiment, 5 secondes avec comment elle présente son burger. J'y viens, on les fait. Je sais que ça va donner bien. Mais j'étais tellement énervé d'avoir fait un vieux chiffre à midi que... tu vois, affecté directement par... ça, c'est... En fait, notre métier à nous, on n'est pas malade. C'est le mental, en fait. Ouais. C'est pas un métier difficile, je trouve. Moi, ça fait quand même 17 ans que je le fais. Je suis rodé, je porte les cartons. On a les galères, je regarde les factures. Je la regarde même pas, je la jette, tu vois, je m'en fous. Je vais devoir la payer quoi qu'il arrive, donc il me relancera, tu vois. Il me relancera, faudra le payer un jour ou l'autre, tu vois. Non, mais c'est bien comme moyen. C'est un très bon moyen pour alléger la charge. Tu vois un machin, tu fais... hop, il me la renverra dans 6 mois, tu vois. Parce que j'ai pas les sous pour l'instant, donc je le paierai plus tard. Tu vois. Et lui, il m'en fout, tu vois. Et non, en fait, moi, je suis super créatif. J'aime bien m'amuser, j'aime bien partir dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai créé le Comedy Club, tu vois. À la base, on avait le Wok qu'on a fermé et qu'on s'est dit, on l'a fermé parce qu'on a vu que le Goku, la première année où on l'a ouvert, il a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On s'est dit, putain, le Wok, il fait 400 000 euros de chiffre d'affaires en tournant en bonne vitesse parce que c'était pas cher à l'époque. Tu vois. On s'est dit, viens, on le ferme, on fait des beaux travaux. Mais attention, on a fait des travaux incroyables. On a creusé la cave, ça nous a coûté. On n'avait plus de crédit. On a refait un resto et on a recreusé la cave, on a agrandi. Là, il fait 220 mètres. Le mec qui nous l'a acheté, là, que je t'ai dit, là, il a un resto à 200 mètres carrés maintenant, avec une cuisine extraordinaire en bas. Et on l'a bien travaillé pendant plusieurs années. On a fait un resto de poulet, donc monoproduit, avant que le monoproduit poulet arrive. Avant qu'il y ait toute l'euphorie sur le poulet frit qu'il y a maintenant. Et les gens, je leur ai dit, le poulet, c'est le turfu, les mecs. En Asie, ils sont déjà dans le turfu. Avec le poulet, vous allez voir. Non, faire que du poulet, ça marche pas. Vous allez voir. Poulet, ça marche pas. Ça n'a pas marché, ça n'a pas accroché. Trop tôt. J'avais fait un truc, ça s'appelait le resto, on l'avait transformé en nom, on l'avait transformé en Bruce. Bruce, et ce qu'on avait fait, le logo, c'est carrément la signature de Bruce Lee, tapé à la machine à écrire, qu'on a retranscrit sur la devanture. On a fait un storytelling, on a fait venir un pote à nous qui s'appelle Outkov, qui ressemble à un gangster, c'est un gros photographe. Et on a fait venir plein d'Asiates, on lui a mis chemise Versace, chaîne en or, on a tourné plein de petites vidéos clichés de qu'est-ce que ferait un mafieux à Paris? Se faire masser. Il va au karaoké. Et t'as tous les mecs avec lui qui sont comme ça. Ils font les condères pendant que lui, il chante faux. Tu sais, on a fait vraiment que des vidéos où on descend dans la cave. On descend dans la cave. Il y a un mec qui se fait tuer. On joue aux cartes avec... Il y a des bonnes meufs, toujours des bonnes meufs avec le mec de la mafia, avec des mecs costauds, tatoués, énervés. On joue aux cartes contre lui. On perd aux cartes. Il fait à partir de maintenant, vous allez travailler pour moi. C'est en chinois, on a fait dire à un tonton chinois dans la rue, dis avec un ton agressif, maintenant tu vas travailler pour nous. Tu vois et en fait, le storytelling, et ça, on s'est fait bloquer par Google, parce que le storytelling, c'est on doit travailler pour la mafia maintenant. Ils nous ont bloqués, on n'arrivait plus à ouvrir le compte du resto, tu vois. Parce qu'on avait parlé de mafia et de trafic et tout. Et le storytelling, c'était ça. C'était un resto tenu par un mafieux de Hong Kong avec un logo incroyable et tout. Et je m'étais pris la tête avec un mec de Taipei pour qu'il me fasse un tatouage logo extraordinaire à la feuille d'or. J'ai galéré, j'ai poussé vraiment le truc juste au bout. Tu rentres, on aurait dit que t'étais à Hong Kong. Mais pointu le resto. Et on avait fait des plats de bistronomie. Donc le plat était un peu plus cher qu'un resto. Genre un plat, c'était 22 balles. Mais tu avais un poisson incroyable, tu avais une viande grillée de qualité. Et en fait, tu avais tout ce que tu retrouvais dans le bistrot français, que ce soit les grillades, il n'y a pas de burger, mais grillades, poisson, machin, mais switché à l'asiate. Que des sauces et des saveurs incroyables. Ça cartonne, mais ça cartonne de fou. Covid. Donc là, on s'est fait baiser et j'avais des chefs qui me coûtaient trop cher, dont un chef qui me dit, c'est le Covid, je m'en bats les couilles, si tu ne me payes pas demain, je te mets au prud'homme. Je ne veux pas dire ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, je te paierai jamais.
J'ai raccroché. Et tu sais comment je l'ai viré, ce chien de la casse? Je connais tout le monde sur Paris, sur les réseaux. Les réseaux parisiens, c'est petit. Ouais. Écoute, à la fin du Covid, il vient pas bosser. Il me dit, ouais, je suis avec mon père, le pauvre, il est malade. Je fais, t'inquiète, moi, je suis tranquille. Je suis dans le social, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Même si je t'aime pas, il n'y a pas de problème, tu vois. Et j'ai mis 2 mois pour le payer, son salaire, de quand il m'a mis une petite menace. Je le vois dans une story de quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu as fait une story il a repartagé de toi qui était avec lui pendant que lui était en cuisine. Je lui ai fait un screenshot, je fais, ça va ton daron? Il fait, je démissionne. J'ai gagné mon combat. J'ai gagné mon combat sur une story Insta. Tu vois, et parfois, il passe devant le resto. Et dès qu'il me voit, il traverse, il passe au loin et tout. C'est le petit chien de la casse. Mais par contre, on envoyait vraiment du solide. La bouffe, elle était incroyable. Et après, ça a réouvert après le Covid ou pas? Ça a réouvert, mais ça n'a pas réaccroché. Ah ouais. Parce que les gens, on avait eu un gros impact médiatique, presse, etc. Et influenceurs. On avait fait une vidéo avec Florian, où la première vidéo où Florian sort de sa zone de confort. Florian en air. Ouais. Je lui dis, Florian, je vais te ramener des mecs. On va déclencher une bagarre générale avec des cascadeurs. Tu sais, les plus gros cascadeurs qui font Star Wars, Avengers, machin, c'est des Français. C'est des potes à moi. Et je leur dis, viens, on déclenche une bagarre dans la rue. Alors Flo, il est en train de parler avec un mec qui s'appelle Alex Levent. C'est un mec qui fait toujours Super Saiyan, super sec, super balèze, fait des entraînements un peu de super guerrier. Il a beaucoup de followers sur les réseaux. Et donc, genre, Florian, il marche dans une petite ruelle un petit peu dangereuse et il interviewe Alex Levent. Et d'un coup, t'entends des bagarres. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça passe en 16/9. Et Florian, patate, il défonce tout le monde dans la rue. Et après, il fait, elle est incroyable la vidéo. Et il fait, bon non, en fait, c'était des cascadeurs. Allez, venez, on va manger au Brousse. Et là, ils arrivent chez moi, ils mangent, on a fait des bêtes de vidéos, etc. Et tous les gens de la presse, ils m'ont dit, en fait, on t'a fait tellement de presse avant le Covid qu'on peut pas te refaire de la presse après le Covid parce que tu as déjà ouvert. Ouais. Tu n'as rien à rapporter de nouveau. Donc le resto, il a fait ça. Ah ouais. J'ai dit, tu sais quoi, 1000 balles de loyer, je le ferme. Je l'ai laissé fermer pendant 1 an. Je m'en fous, je faisais rien. On a eu le Covid numéro 3, donc je l'ai fait en dark kitchen. Ouais. Ça n'a pas marché non plus parce que j'en avais marre que Château d'eau, tu as pas mal de mecs, surtout le soir, c'est un peu détox à l'époque. Ouais. Et quand tu as 2-3 de tes serveuses qui sont tout seuls en train de faire leurs devoirs dans le resto et que tu as un tox qui vient les agresser, tu dis c'est bon, je suis pas là pour faire de l'oseille, je suis safety first, tu vois. Donc j'ai fermé mon resto, 1000 balles de loyer, c'était pas grave. Et un jour, le Covid est terminé, je suis au Goku, à République, et d'un coup, je vois plein d'humoristes, mais vraiment, parce que je suis pas loin du Paname, pas loin de tous les comedy clubs de l'époque. Et je vois plein d'humoristes, mais ils sont assis un peu... Ils se connaissent tous, mais ils sont assis en équipe à droite à gauche. Moi, j'en connaissais 2-3, et je me mets au milieu, je fais hey, c'est un comédie club ici ou quoi? Et après, mon cerveau, il a fait retourne en arrière, s'il te plaît. Après, je suis parti voir le mec que j'aimais bien à l'époque, que j'aime plus maintenant, tu vois. Et je lui dis t'es chaud, j'ouvre un comédie club? Il me fait ouais, où? Bah, j'ai déjà le local, j'ai déjà tout. Attends, je fais les travaux, je te rappelle dans 1 semaine. Je rentre, j'installe du matos. Je vais prendre des palettes, je mets de la moquette, comme ça, j'achète des trucs, je regarde un peu comment ça... Je suis pas consommateur de ça, donc je sais pas comment ça marche, tu vois. J'ai acheté du matos, ça m'a coûté 4000 balles pour faire un comedy club. J'ai fait pas cher, j'ai fait gratuit les 6 premiers mois. Après, j'ai fait 5 € l'entrée. Mais 5 € l'entrée, c'est 350 000 € l'année quand même. Tu vois, rien qu'avec les entrées. Pour un loyer à 1000 €. Pour un loyer à 1000 €. Ouais. Hein? T'es ouvert tous les jours? J'étais ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et j'ai... Et comment tu trouves les mecs qui viennent pour faire des blagues? T'inquiète, le lieu il était incroyable et j'étais le comédie club où ils étaient le mieux payés de Paris parce que moi je prenais pas d'entrée. Donc les clients ils venaient, ils consommaient. Je faisais des petits burgers, 12 balles le burger, comme les smash, mais je faisais pas de smash. Je faisais un smash japonais, enfin un burger avec les petits, comme un smash mais pas smash, plus gros steak, tu vois. Je faisais un japonais, un chinois et un japonais, chinois et japonais, chinois et coréen. Poulet frit. C'est-à-dire, toi, t'étais comme ça, t'étais le seul comedy club où t'es en train de griller un gros burger et t'as un machin qui te fait rigoler. Dans les autres comedy clubs, c'est tu manges avant ou tu bois peut-être un cocktail dans un gobelet, tu vois. Ouais. Moi, tu venais, je te servais, on avait des serveurs fantômes, c'est passé comme ça. Et moi, j'avais pas peur de dire au client qui regardait son spectacle, je faisais donne-lui à lui là-bas. Tac, je donnais le burger à lui et il faisait tourner jusqu'à l'autre bout de la salle. Pour lui, non, lui là. Ah, c'est une ambiance. Ouais. Et en fait, on s'est fait balance parce qu'il y avait trop de monde. Trop de monde. Il y avait, à chaque fois qu'on faisait une session, c'était... Quand tu dis c'est parce que tu n'avais pas le droit d'exercer ça ou quoi? Non, si, j'avais le droit. J'avais fait ma licence, etc. Ouais. Après, j'avais fait ma licence, mais j'avais pas appuyé sur entrée pour valider, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis fait péter 3 ans après. Parce que moi, j'aime pas l'administratif. Appuyez toujours sur entrée vous faites vos projets. Je suis trop nul, le conseil. Okay. Et j'ai eu plein d'humoristes parce que le lieu, il était incroyable.
Et j'avais eu énormément de presse. J'avais appelé plein d'influenceurs. Et les autres comedy clubs, ils me disent, mais d'où il sort celui-là? C'est qui, lui, qui arrive et qui prend? Il n'y avait pas énormément comme maintenant. Il y avait peut-être, il y avait le Paname, le Fridge, le Sarfati, et quelques-uns, mais pas comme maintenant, il y en a énormément. Et nous, on arrivait, on a plié le game. On était carrément on était peut-être le 5e des 5 meilleurs, tu vois. Et on était blindés tous les jours, 2 à 3 sessions par jour, c'était plein. C'est businessment parlant, c'est hyper rentable. Quand tu as un loyer à 1000 balles, que tu fais 80 personnes par session, que les gens dépensent en moyenne, sans donner ce qu'ils donnent aux humoristes, ils donnent entre 5 et 10 balles. C'était payé au chapeau. Ouais. Et toi, tu fais ton spectacle où tout le monde dépense en moyenne 20 €, bah, tu fais tes 3000 balles par soir, tu vois. Ouais. Tu fais tes 3000 balles par C'est soir. les meilleurs stades d'un resto, quoi. Et 3 staffs. 3 staffs. Un 2 mec en cuisine, un serveur. Parce que tout était digitalisé. Donc le serveur, il recevait les bons. Ouais. En cuisine, ça recevait les bons. Les premiers 2 artistes, il était en train de préparer tous les cocktails. Ouais. Il envoyait. C'est facile parce que tu avais là et là à donner. Donc c'était pas compliqué. Et après, tu entendais ting, ting. C'est-à-dire que l'ascenseur est arrivé, discret. Hop, il allait donner les plats. Et les 20 premières minutes, tu sers à boire et à manger. Les 40 minutes qui restent, il est comme ça sur son téléphone, il n'a rien à faire. Donc, payer à rien faire, tips de ouf, parce que les gens, ils tipsaient avec l'application. Et en plus, nous, ça nous faisait gagner de l'oseille avec 3 staffs. Business Écoute, model de fou. Ah non, c'est incroyable. Business model de fou. Parce que le loyer à 1000 balles et parce que Ouais, mais après, il y a aussi technologiquement, j'avais bien fait le truc, tu vois. de la résilience, se réinventer à chaque fois, changer les formats, tester les projets. Et même la folie aussi, de se dire, t'as vu, je connais rien au truc, j'ouvre un comedy club, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie, mais il reste quand même le côté pour que je puisse vendre mon produit qui est finalement ce qui me fait vivre, ma passion qui est la restauration. Tu la mets à toutes les sauces. Ouais. Mais passer au dessert, notre ami. C'est vrai qu'il faut passer au dessert. Du coup, là, fort de toutes ces expériences, c'est quoi les projets pour la suite? Là, je suis en train de renégocier pour récupérer le rooftop festif que j'avais sur le musée des Arts Asiatiques. Je pense qu'au moment où le podcast sera sorti, j'espère que je serai en plein dedans. Ok. Tu vois, c'est le rooftop du musée Guimet. Il m'avait appelé, j'étais honoré de récupérer la Mecque de l'Asie. C'est le 2e plus gros musée d'Asie en Europe. Je crois que c'est le plus gros, mais c'est le 2e au monde. Donc j'avais 500 mètres carrés, je faisais des grosses fêtes jusqu'à 23h, je vendais des burgers aussi, je faisais des animations, ça a cartonné, donc j'espère récupérer ça. Là, j'ai vendu mon comedy club, parce que justement, je n'avais pas appuyé sur entrée, et que le voisin faisait que de se plaindre du bruit, parce que moi-même, j'aurais pété un câble, parce que tu habites au-dessus, et tu as les humoristes qui font « faites du bruit !» Et le bâtiment, il tremblait, donc d'un moment, j'en ai eu marre. Et que mon voisin voulait me l'acheter, j'ai préféré tac, j'ai dit « vas-y, ramène l'oseille, ça fait plaisir ». Et puis ça a servi au bon moment, parce qu'avec l'échafaudage et les JO, ça nous a permis d'avoir pas mal de trésors pour tenir encore à l'heure d'aujourd'hui. Ce que j'aimerais bien faire, c'est dupliquer le Goku, sauf que, étant nul en administratif, je ne sais pas faire. Et si j'avais entendu les premiers épisodes avant, par rapport à la bourse que vous aviez expliqué de formation pour les franchisés et les franchises, là, je l'aurais trop fait, ce truc-là. Parce que justement, je sais que le Goku, il est duplicable, et je sais que Goku, en province, il peut cartonner. Avec son nom ou sans son nom, tu vois. Même si tu l'appelles machin truc, ou même si tu l'appelles autre chose, tu vois. Il peut cartonner, mais Goku, il a quand même une grosse image parce qu'à l'époque, on avait gagné la Coupe de France, on était médiatisés, des gens de toute la France venaient nous voir. Et comme on a bossé avec tous les influenceurs qui sont connus aussi dans toute la France, donc tu prends les miettes des gens de province qui viennent te voir. Et je sais que ce genre de cuisine fait plaisir à tout le monde, où tu manges de la bonne cuisine asiatique. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, ils peuvent manger des bons burgers. Ça match parfait, et ça, tu peux le dupliquer dans n'importe quelle ville. C'est juste que nous, on a eu peur et on ne sait pas faire. Donc c'est ça un peu... Après, être accompagné et prendre le temps, c'est aussi une force d'expérience que vous avez. Ouais, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Mais voilà, les projets, moi, c'est ça. C'est où le dupliquer, l'ouvrir, parce qu'on s'était donné jusqu'après les JO pour dire si on vend ou on vend pas, tu vois. Okay. Mais je me dis, en fait, je kiffe trop mon lieu, je kiffe trop les gens que j'ai rencontrés là-bas, je kiffe trop l'évolution. J'ai bossé avec plein de marques. J'ai aidé d'autres restaurateurs à développer leur resto. J'ai fait des petites cartes en off pour plein de restaurateurs. Je me suis retrouvé à faire un shooting photo. Star Wars avec que les mecs les plus étoilés de France, et t'avais moi au milieu, et je disais mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. Même mon cousin qui est grand chef, il me dit mais comment t'as fait pour atterrir là? À un moment, je me retrouve une anecdote qui m'a fait kiffer. Il y a une photo avec des grands chefs, mais genre chef étoilé de ouf, hein, au Syrah. Ok. Il y a dans le Syrah c'est le plus gros salon de la bouffe au monde, mais vraiment il
il y a l'espace. Ouais. Et il y a un salon VIP pour que les gens viennent boire le champagne, le caviar, machin, négocier leur business. Et dans le salon VIP, il y a un salon super VIP. Et dans le salon super VIP, il y a une photo de qui ? De toi. Moi. Comme ça. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce que je fous là, tu vois ? Et je me suis retrouvé grâce à Métro, ça. Métro, ils m'ont fait, j'ai fait 5 magazines avec eux, j'ai créé des recettes, j'ai validé des produits. Donc je me dis, un mec qui sort de nulle part, qui fait de la street food asiatique, qui a gagné champion de France de burger, qui vient du 95, bah, il s'est retrouvé à faire des recettes, bosser avec des grands chefs, etc. J'ai pas un niveau de ouf, je me débrouille, tu vois. Mais je trouve que quelqu'un qui se débrouille, je me suis bien débrouillé. T'as une bonne vibe, t'as une belle énergie, t'as une belle mentale. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on ne sent pas, comme tu l'as dit, parce que tu as une vraie passion et tu as une vraie volonté de bien faire toute la difficulté, tous les problèmes qu'engendre la restauration. On ne les a pas sentis. Hein. On ne les a pas sentis. Je te raconte pas les points négatifs. Je te raconte pas les points négatifs. Ça peut-être pour une prochaine fois, en tout cas. Comment on paye l'addition, alors ? Ah bah là, c'est le moment de passer à l'addition. Du coup, on a besoin de quelques conseils pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un jeune qui veut se lancer dans la restauration aujourd'hui ? C'est quoi le meilleur conseil que tu puisses lui donner ? Et appuie pas sur entrée, c'est pas un conseil. Ouais. Non. Ne déchire pas tes factures. En fait, garder la motivation. Se dire que ce métier-là, c'est un métier... C'est chiant de dire que ce soit un métier de passionné parce que tu n'ouvres pas un business pour faire de ta passion. Sinon, tu fais du tennis et du golf, tu vois. Mais c'est un métier où tu vas rencontrer pas mal de gens. C'est un métier où tu vas t'ouvrir l'esprit. Parce que j'ai rencontré énormément de gens à travers le monde grâce à ce restaurant-là. C'est un métier où il ne faut pas abandonner quand ça va mal. C'est un métier, s'il y a une fuite d'eau, bah, il y a un plombier qui peut venir la réparer. Tu vois, ce n'est pas la fin du monde. J'ai vu celle qui est venue la dernière fois à l'Africaine. La meuf, il y a eu un incendie chez elle. On lui a dit, tu ouvres dans 3 ans. 6 mois après, elle a ouvert. Machine de guerre, tu gardes la mentalité, tu gardes le mindset pour aller droit de l'avant, tu vois. Et juste pas avoir peur. Et ça c'est moi. Hein. Ne copie pas sur les autres. Copie pas sur les autres. Il y a trop de trucs sur Terre pour inventer, tu vois. Il y a trop de trucs sur Terre pour éviter de faire le même burger que lui. Après, il y en a qui sont plus doués. Hein. Quand tu regardes Gomu, ils ont copié sur Shizo. Ouais. Bah, Shizo, ils sont forts. Ouais. Mais Gomu, ils sont plus forts. Donc, et n'aie pas peur de t'amuser et de créer, en fait. Après, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, tout le monde fait les mêmes trends en ce moment, et ça me casse la tête. Mais j'ai une pote qui m'a dit, c'est pas parce que quelqu'un l'a déjà fait que les gens qui te suivent l'ont vu ailleurs. J'ai regardé la trend de nous avons ramassé quelqu'un dans la rue et elle s'est mise à pleurer tellement que c'était bon. On a fait une bonne action. J'ai dit, mais sous de ma gueule, je l'ai vu 10 000 fois cette story. J'ai lu les commentaires, incroyable, comme magnifique, du jamais vu. Ils sont pas Instagram ou quoi ? Ouais, je me dis, mais merde, fuck, tu vois, donc tous ces trucs-là, moi je suis pas... avant, je faisais beaucoup de contenu, j'avais gagné pas mal de trucs, des récompenses, je travaillais avec des marques aussi pour faire des photos, etc. Mais là, faire des vidéos où on est là pour faire rire les gens, la vérité, ça me saoule un peu. J'en fais un petit peu de temps en temps, mais faire des vidéos... Alors, je vais te faire goûter 2 morceaux de poulet, tu fermes les yeux, lequel qui pique ? Il y en a que 2, c'est celui qui pique, tu vois. Mais... et des vidéos à la con, tu vois, et j'arrive pas à ça, je peux pas. J'en fais quelques-unes parce que tu dis, bon, au bout d'un moment, tu essayes de pas faire les mêmes trends que tout le monde. Mais putain, mais on est là pour faire à manger, faire kiffer les gens. Et viens dans mon resto, on rigole ensemble, toi. On va pas rigoler, me mettre un like ou juste un vu, juste parce que tu as rigolé, parce que j'ai mangé un poulet épicé. Donc c'est juste ça que... Jouer sur les réseaux parce que c'est important. Allez, top. Et n'ayez pas peur parce que c'est un putain de métier. Allez, on était avec Vincent de Goku Group, avec ses différentes activités. Vincent nous a fait voyager et franchement, merci à toi. Franchement, c'est un personnage. Faut aller chez Goku, rencontrer-le parce que. Je crois que c'est il nous a donné envie d'aller le voir à son resto très rapidement. En tout cas, on aura le plaisir de te voir là-bas. Merci d'avoir partagé avec nous ton parcours sur le podcast À Table. Et Julien, c'est la fin. Donc, c'est la fin. On invite nos auditeurs, si eux aussi souhaitent partager leur parcours. Si vous avez un parcours atypique, si vous avez quelque chose à partager qui est en lien quand même avec la restauration, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. L'adresse, c'est quoi, Mokhtar ? contact@afranchise.fr et on aura le plaisir avec Milly d'entendre votre parcours et pourquoi pas de vous recevoir ici sur une prochaine émission du podcast À Table. Merci Vincent. Merci à vous. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Allez, ciao.